l'invitation, merci pour l'organisation, et ravi d'être parmi vous, donc pour vous emmener dans un petit voyage au pays des non-estimations. J'ai bien l'impression qu'il y a de l'attente. Alors malheureusement pour la question de monsieur, il va falloir attendre la fin de la course. Ça, c'est je me suis intéressé au sujet des estimations, et donc premier réflexe d'Agiliste, c'est de se dire il n'y a pas de bonnes ou mauvaises pratiques en soi, elles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Donc là-dessus pas de souci. Et donc c'est de se dire, quand on en fait dans quel but? Parce que si on arrive à identifier le but, les critères de succès, les bénéfices qu'on en cherche, alors peut-être qu'on peut ensuite prendre un pas de côté, un pas de recul, et s'ouvrir à d'autres possibilités. Est-ce que les estimations sont le seul moyen d'arriver à nos fins? Pas sûr. Et donc si ce n'est pas les seuls, peut-être qu'il en existe d'autres, et à ce moment-là, peut-être même des meilleurs, des plus opérants, des plus rentables, etc. Alors dans mon enquête, ça marche? Non, ça marche pas. Ah non. Ça marchait juste une fois. Ou alors il faut aller cliquer. Ah yes. Dans mon enquête, j'ai découvert que les estimations pouvaient potentiellement servir à beaucoup de choses. Alors j'ai pas tout mis bien sûr. Je vous propose ce soir de me concentrer sur ces sujets-là. Premier sujet, c'est celui du budget. Bien sûr le fait d'essayer d'estimer le budget d'un projet dans son ensemble, mais en réalité de définir un budget quel qu'il soit, d'une version, d'un lot, d'un morceau, d'une fonctionnalité, d'un service, peu importe, et ça peut descendre assez bas. Quand on estime en fait une story, qu'est-ce que c'est si ce n'est d'essayer d'estimer le budget de cette story? Je vais revenir là-dessus. D'estimer le délai, là encore, d'estimer le délai d'un projet, mais en réalité d'une version aussi, d'une fonctionnalité, d'un lot, etc. Quels engagements on prend? C'est-à-dire qu'on estime, mais pas juste pour le fait d'estimer, dans le fait de savoir aussi sur quoi on va s'engager, qu'est-ce qu'on va promettre. Dans le fait de planifier, donc ça c'est à la fois la planification initiale, puis ensuite la replanification plus ou moins régulière. Dans le fait de prioriser, alors là pour le coup, prioriser, on va le voir ensemble, il y a plusieurs notions qui sont derrière, et à mon avis il y a des contresens. Et puis, à un moment donné, se pose la question de l'expression des besoins, parce que ce qui est rigolo, c'est que si on regarde sur le début d'un projet, on demande des estimations au moment où on en sait le moins sur un sujet. Pour faire quoi? Juste pour sacraliser un budget, un délai et des engagements. Ça va? Tout le monde est avec ça? Ouais. Et donc après, il y a un truc un peu bizarre, c'est qu'ensuite on va faire un travail de plus en plus fin dans l'expression de besoins, la conception, la réalisation, le test, etc. Et à un moment donné, on va se dire, ah ben non, mais en fait, il n'y avait pas ça, je n'avais pas compris, ah ben si, il y a un non-dit, ah ben non, c'était ambigu, etc. Et bien sûr, on va dire, ah ben mais ça ne correspond plus aux estimations. Alors ok, on va peut-être les revoir, mais quid des engagements qu'on a pris, éventuellement qu'on a signés? Je veux dire, avant de signer un contrat, tout est négociable. Mais une fois que c'est signé, la première priorité, c'est de l'honorer. Comment j'honore un contrat, sachant qu'après, légitimement, je vais dire, ah ben ce que j'ai signé, c'était pas ça. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va les prendre un par un, et mon parti pris aujourd'hui, alors désolé, hein, je vais pas parler de certaines techniques qui ont déjà été évoquées. Mon parti pris, c'est d'aller piocher spécifiquement dans la boîte à outils d'une non-estimate, des non-estimations. Et vous allez reconnaître aussi certains outils qu'on retrouve parfois dans la boîte à outils Agile. Je vais essayer de prendre des exemples concrets, parce que si je vous lâche juste les phrases comme ça risque d'être un peu violent. Je cherche à acquérir un nouveau bien immobilier, je vais voir mon agence préférée, je définis mes critères, il me pose plein de questions, je réponds à ces questions, j'apporte des éléments, etc. Il mène son enquête, il étudie, il fait des cotations, des devis, des chiffrages, des estimations, etc. Il revient me voir avec un super projet, il a tenu compte de tout, hein, l'emplacement, les pièces, la domotique, tout. Et il me dit, je t'ai trouvé un magnifique bien à 1,8 million. C'est son estimation. D'accord? Super. Et il me dit, mais attends, ça ne s'arrête pas là, je vois bien que tu es intéressé, je vais te faire un super rabais, moi je te le fais pour 1,4 million. C'est quand même une opportunité incroyable. Qu'est-ce que ça nous dit sur le budget de ce projet? Absolument rien. Comment on va connaître le budget de ce projet? On ne va pas regarder le travail à faire, on va regarder le client. Le budget ne dépend que d'une chose, ce que le client peut et ce que le client veut investir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de parler de tout ça, je vais voir ma banque, je lui dis combien tu me prêtes? Elle me dit 400 000, ok? Et moi je dis, ouais mais j'ai pas envie de m'endetter sur 25 ans avec le max des mensualités, donc je vais juste emprunter 300 000. Ça parle du budget. Mais ce bien-là ne parle pas du budget. D'accord? Donc la proposition que je vous fais aujourd'hui en piochant dans la boîte à outils NoEstimate, il y a plein de techniques, hein, les boîtes à outils sont grandes et infinies,
Je vais vous proposer une technique que je trouve pratique, facile et rentable. C'est la technique des 3 ordres de grandeur. L'idée, c'est quoi? Ce n'est pas d'estimer le travail à faire. L'idée, c'est de faire émerger le budget du client. Alors, la chose encore plus évidente que ça, c'est de poser la question. Quel est ton budget? Et si le client répond, tant mieux. Maintenant, si le client, pour X raisons qui sont légitimes, parfois infondées, peu importe, si le client rechigne à dévoiler son budget, ou voire même, dans certains cas, c'est pas lui la personne qui détient les cordons de la bourse, et donc, objectivement, il n'a pas cette information. On peut l'aider à aller chercher cette information avec les 3 ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'on va formuler, sans devoir l'estimer, sans devoir plus l'analyser, on va juste formuler quelques propositions avec des niveaux de finition différents, avec des niveaux de qualité différents, et on va essayer de faire en sorte que ces propositions s'étalent sur 3 ordres de grandeur. Alors bien sûr, ce n'est pas à respecter à la lettre, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Si je reprends l'exemple immobilier, plutôt que de dire ce bien-là, je l'ai bien étudié, c'est 1,8 million, je vais plutôt dire, tiens, il y a des biens à 200 000, à 800 000, à 1,4 million. Qu'est-ce que tu en penses? 1,4 million, ça va pas, t'es malade, j'ai pas ça. Ok, ben voilà, ça me donne une indication sur son budget. Mais pareil, on aurait pu poser la question sur la voiture. Combien ça coûte une voiture? Je sais pas, j'en connais plein de 5 000 à 1 million. Et elles ont toutes 4 roues et 50, pas de souci. Donc le point, c'est plutôt de dire, tiens, une voiture à 10 000, à 50 000, à 100 000, t'en penses quoi? Et on commence à discuter. Et pour ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de travail de préparation. Le deuxième point, c'est celui du délai. Est-ce qu'il y a des musiciens et musiciennes dans la salle, même amateurs? Ouais, cool. Ah, pas tant que ça. Statistiquement, on est en dessous, ou alors tout le monde ne se dévoile pas. Okay. C'est quand la fête de la musique? C'est le 21 juin. Parlons un peu de délai. Combien de temps il faut pour monter un groupe, réviser un set de morceaux, avoir quelque chose qui tienne 1 heure, 2 heures, ou alors on le fait 2 fois, peu importe. Il faut combien de temps pour faire tout ça? Ça dépend, c'est la bonne réponse, ça dépend de plein de choses. Mais alors du coup, potentiellement, allez, fourchette large, ça pourrait durer combien de temps? 5 ans. Alors la fête de la musique, c'est pas un championnat du monde, ça a lieu tous les ans. En réalité, le potentiel de valeur est infini. Ça veut dire que n'importe quel artiste, aussi bon soit-il, vous dira toujours « mais je suis encore insatisfait, c'est imparfait, ah là on a merdé, ce truc-là on ne le fait pas encore très bien, c'est pas rodé, ce morceau-là on l'a pas encore, etc. » Donc en réalité, si on attend d'être prêt, on n'aura jamais fini en fait. Le potentiel de valeur est jamais fini. J'ai entendu une fois un jour quelqu'un dire « tu peux nous faire la même chose que l'application Airbnb mais dans notre contexte ?» Il dit « d'accord, mais ça va coûter un bras. » L'autre dit « bah non, mais ça coûte combien de faire Airbnb ?» Il dit « ils ont fermé, ils ont arrêté. » Non, ils sont toujours en train de développer, donc c'est infini. Airbnb, en ce moment, sont encore en train de développer leur outil. Donc si on essaye de faire tout, c'est une infinité de temps, d'argent, de moyens, etc. Donc en agilité, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On ne se dit pas combien de temps, d'argent, de moyens il faut pour faire quelque chose, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans le délai autocontrait. Et je dis bien autocontrait parce qu'il y a le délai, on va dire, global, qui éventuellement peut être soit contraint par le client, par son contexte, son marché. Après, il y a aussi des réglementations. Par exemple, si un projet, je veux l'amortir, je vais le fermer tous les 2 ans, donc je vais le lotir, je vais en faire des morceaux. Et puis après, il y a peut-être aussi des enjeux internes, du genre, ouais, mais moi j'aimerais bien qu'on puisse faire un premier lot dès la première année, etc. Donc, on va avoir des délais comme ça contraints. Pourquoi je dis auto-contraint? Parce que le réflexe de l'agiliste, c'est de dire, dis-moi que tu me donnes 1 an, et moi je vais te livrer tous les mois. Dis-moi que tu me donnes 1 mois, je te livre toutes les semaines. Dis-moi que tu me donnes 1 semaine, je te livre tous les jours. Bon, dis-moi que tu me donnes 1 jour, est-ce que je livre tous les heures? Je ne sais pas. Mais peut-être je vais quand même chercher du feedback toutes les heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'ici, on est plutôt sur un délai autocontrait. Donc la question, c'est pas de dire combien de temps il faut pour réviser mes morceaux, et donc la fête de la musique, ça ne sera pas le 21 juin, mais le 4 juillet parce que ça m'arrange. Ça sera de dire qu'est-ce qu'on fait de mieux d'ici le 21 juin, et dans mieux, il y a plein de choix. Est-ce que ce morceau on le garde, est-ce qu'on ne garde pas, est-ce qu'on fait une version simplifiée, est-ce qu'on le coupe en 2, est-ce qu'on l'arrête au milieu, est-ce qu'on en fait un medley avec autre chose, etc. Alors le truc c'est que on pourrait se dire, ouais, donc ça veut dire que le délai, il faut le découper, comme ça on le sécurise, d'accord? On trébuche éventuellement plusieurs fois, c'est pas grave, mais au moins ça permet de sécuriser le délai global. Alors oui, mais il y a le bon et le mauvais découpage. On est chasseurs. Donc il y a le découpage technique, facile à reconnaître, 2 critères. Le premier critère, malheureusement a posteriori, c'est quand on dit ah, j'ai presque fini, j'en ai fait 3 quarts. Ah, t'as fait 3 quarts, livre-moi les 3 quarts. Ah non, je peux pas, parce qu'il manque un morceau essentiel, mais lui, je ne l'ai pas encore attaqué. Ou je ne l'ai pas fini. Donc ça, malheureusement, c'est flagrant, c'est un découpage technique. Et je jette la pierre à personne, ça peut arriver, c'est normal.
Une autre manière de le reconnaître, et ça pour le coup c'est intéressant en amont, c'est de se dire, est-ce que mon découpage parle du produit ou est-ce qu'il parle du client? Donc ça c'est une petite astuce, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est de se dire, dès que ça parle du produit, indice, c'est peut-être un découpage technique. Ouais, tel module, le pot d'échappement, le carbu, le machin, ça c'est technique. Par contre, dès que je vais parler de mes acteurs et de la valeur ajoutée pour eux, c'est-à-dire des axes de valeur, alors là, oui, ça ne sera pas facile, comme je disais, Sylvia. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas évident, ce sera flou, ambigu, subjectif, voilà. Mais c'est essentiel. C'est-à-dire que la valeur en soi n'existe pas, elle dépend toujours de qui on parle, dans quel usage. Elle est multiple, parce qu'il y a plein d'acteurs, et que même pour un seul acteur, il y a plein d'axes de valeur. Mais c'est essentiel de se dire à chaque instant, ce qu'on va chercher à délivrer, ok, ça pourrait être infini dans un délai contraint, je dois le découper pour tenir dans le délai. Quand je vais le découper, comment je le découpe par la valeur? Mais ça veut dire quoi? Eh bien, je commence, premier réflexe, je commence par parler de qui et pour quel usage, quelle finalité, quel enjeu pour cet acteur-là. Donc si je dis carbu de 24, des soupapes, des machins, ça c'est technique. Si je dis il gratte tout le monde au péage, d'un seul coup ça ouvre sur l'univers des possibles, parce qu'il y a plein de solutions qui peuvent y contribuer, et ça parle à mon client. Lui va utiliser ces mots-là. On voyage un petit peu, il y en a qui reconnaissent? Oui. Barcelone. Et le point de vue, on est où exactement? Le parc Güell, ouais, qui fait partie du top 15 des lieux les plus visités dans le monde. Bon, après il y a eu le Covid qui est passé par là. Et il y a eu quelques travaux de rénovation il y a quelques années. On parle de quelque chose comme 9 millions de visiteurs par an. Notre-Dame de Paris, avant de cramer, c'est 12 millions, pour vous donner l'ordre de grandeur. On est un peu plus qu'à toi. Pourquoi je vous cite cet exemple? Imaginez que vous partiez en voyage. Vous avez un budget, vous avez un délai. Alors le délai c'est quoi? C'est le nombre de jours de vacances dont vous disposez, et le budget c'est quoi? C'est votre budget. Si j'ai 2000 € à claquer, bah, c'est 2000, c'est pas 4000. Vous imaginez la tête de la personne, son agent de voyage qui dit « Oh bah finalement ça a été plus compliqué, machin ». Donc du coup c'est pas une semaine, c'est deux. Alors sur le coup j'ai envie de dire je suis content. Mais quand mon employeur m'appelle et me dit bah t'es pas revenu, je dis bah non, l'agence de voyage tu reprends, projet, là ça passe un peu moins. Mais par contre au budget ça ne me fait pas rire. Il y avait 2000 de budget, ouais mais tu comprends, moi je comprends pas. J'ai deux, j'ai pas quatre. Ça c'est le premier point. Mais surtout, moi je vais la payer, j'ai besoin de savoir sur quoi elle s'engage, qu'est-ce qu'elle me promet. D'accord? En l'occurrence, le parc Güell, comme la Sagrada Familia et comme d'autres, il va falloir qu'on décide bien avant que j'y aille, est-ce que j'y vais ou pas? Pourquoi? Parce que le jour J sur place, il n'y a pas possibilité d'acheter des places. C'est mort. Donc ça veut dire que X semaines avant, j'ai dû décider, j'ai dû entériner, est-ce que oui ou non ce truc-là sera dedans ou pas? Et donc moi je le décide en tant que client, et l'agence de voyage participe aussi à cette décision pour dire oui ou non c'est dedans. Est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que ça rentre ou pas? Une fois que c'est promis, bien sûr que ça participe à la fois à la confiance que j'accrédite à cette agence et aussi à ma satisfaction. Ça c'est normal. Mais ça participe aussi à ma contrainte en même temps. Parce que si j'ai réservé pour le mardi et que le mardi il flotte, moi je vais me dire bon ok à Barcelone c'est de l'eau chaude. Ça fait rire personne, c'est vrai. Je dégoûte. Je m'enlève. Non, c'est pas grave. Et ben le truc c'est que si mardi il flotte et que j'aurais préféré faire autre chose, un autre musée ou je sais pas quoi, ben là c'est mort. Là, mon billet il est pour mardi. Alors je peux le renoncer, mais j'aurais pas d'échange pour un jeudi, c'est mort. D'accord? Je vais dire autrement, tout ce qui nous protège nous contraint. Et donc en réalité, quand on cherche des engagements, un des biais, c'est de chercher l'engagement maximum. Genre, promets-moi tout ce que tu peux. Il faut entendre dans cette phrase, donc, tu renonces à une forme d'adaptabilité. Mais c'est toi qui me le demandes. Dit autrement, plus mon contexte va être exploratoire, plus je vais moi-même, en tant que client, refuser d'avoir trop d'engagement d'équipe. Parce que si elle s'engage trop, je sais qu'elle est en train de me priver d'une forme d'adaptabilité. Ou alors, il va falloir à chaque fois qu'on revienne avec des formes de compromis, d'avenants, etc. Alors, dans des cas extrêmes, qui ne sont clairement pas le cas de tout le monde, hein, tu citais tout à l'heure les startups, et même dans des contextes grands groupes, parfois, il y a des sujets qui sont très exploratoires, où volontairement, le client interne va dire « Donnez-moi une visibilité sur X semaines, voire mois, et au-delà, surtout pas ». Ah bon, tu veux pas d'engagement au-delà? Non, parce que je sais que d'ici là, vous allez déjà me livrer 3 fois de la valeur, et que ces 3 fois-là, je vais tellement être chamboulé, tellement avoir de retour du terrain, etc., que je veux garder une adaptabilité maximale. Donc je veux aucun engagement au-delà de moi. C'est pas le cas de tout le monde.
quand même, on en tire un bénéfice là-dessus, en termes de pratique agile, c'est qu'on va choisir le bon curseur entre engagement et mou en fonction du niveau d'exploration du projet. Et plus le sujet va être exploratoire, plus je vais utiliser les engagements dégressifs. C'est-à-dire que plus c'est loin dans le temps, moins j'en promets. Donc dans une semaine, je vais promettre à 80% de ce que je suis capable de promettre, et puis dans un mois peut-être 60, et puis dans 2 mois peut-être 40, et puis au-delà peut-être 20 par mois. Un petit peu quand même pour rassurer, pour donner un peu de visibilité, pour avoir des points d'appui. Ça nous protège parce qu'on sait ce qu'on aura, ça nous contraint parce que ça pour le coup on ne touchera pas trop, mais par contre ça nous laisse beaucoup de place pour faire d'autres choses. Alors du coup, sans transition aucune, ça laisse beaucoup de place. Les gens disent oh, ça veut dire que les gens ne vont pas travailler. Non, il ne faut pas confondre travail non engagé et travail non réalisé. C'est pas parce qu'on se laisse du temps disponible qu'on ne fait rien. Alors pour compenser ça, on parle de planification. Bon là j'ai mis une autre image de Barcelone, la place Royale. Alors celle-là, il n'y a pas besoin de réserver, on peut y aller quand on veut, qu'il pleuve ou qu'il neige. Il ne neige pas à Barcelone. L'idée de la planification, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a la partie que j'ai engagée, ça c'est une chose, et à côté, je vais faire exprès de garder beaucoup d'adaptabilité. Donc, pour nourrir cette adaptabilité, je vais faire exprès de générer plein d'options alternatives, et je dirais même beaucoup plus d'options que ce que je suis capable vraiment d'engager. Si je pars une semaine à Barcelone, je ne ferai pas tout. Pourtant, comme je n'ai réservé que le Parc Güell et la Sagrada Familia, ça me laisse beaucoup de place, et ben je vais générer plein d'options. Des plages, des bars à tapas, des musées, des visites chez habitants. J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'on pouvait faire aussi une visite des street art en vélo, très sympa. Ben, n'empêche qu'on se laisse de la possibilité. Aujourd'hui, normalement, j'espère pour vous, vous vous êtes brossé les dents, et vous allez peut-être encore le refaire, vous avez mangé, et surtout vous avez dormi la nuit dernière, et puis j'espère aussi pour vous la nuit prochaine. On va utiliser le mot priorisation, là pour le coup, c'est un usage, à mon avis, qui n'a pas sa place. C'est pas le bon sujet en fait, c'est pas le bon mot. Alors permettez-moi d'être un peu tatillon sur la sémantique. J'entends parfois dire « Ah, ce sujet, machin, mais non, celui-là est prioritaire. Ah non, c'est celui-là. » Alors on va faire l'exercice ensemble. Aujourd'hui, j'avais une réunion avec un client sur un sujet hyper chaud bouillant, une urgence, un truc incroyable. La question que je vous pose, c'est, dans le but de satisfaire mon client, est-ce que je vais prioriser ce sujet au détriment de mon lavage de dents, du fait de manger et du fait de dormir? Est-ce que je vais faire ce choix-là? Non. La réponse n'est pas évidente. Ah oui, d'accord. Non, la réponse c'est non. C'est un besoin physiologique, c'est un besoin de survie. Si je renonce à mes 3 nuits de sommeil, dans 4 jours, je suis mort. Donc c'est pas le but. Okay, donc là, c'est tellement physiologique, tellement évident. La réponse est non. On monte d'un niveau. On est vendredi. Vendredi, sujet, chaud bouillant, urgence, un truc important, ok. Ah, la journée de travail est terminée. Ben, je déborde. J'empiète peut-être sur mon sommeil, non, ça on a dit non, c'est sacré, c'est vital, ok. Donc je déborde pas sur le sommeil, je dors. Est-ce que je déborde sur le week-end? Est-ce que je dis à tante Suzette, bah, samedi je vais pas te voir, hein, le seul jour où les pas est ouvert? Et maintenant je lui dis non, je n'y vais pas, je travaille. Mais attention, c'est donnant-donnant, ça veut dire que si dimanche j'avais canyoning et qu'il y avait une file d'attente incroyable, j'appelle le boulot, je dis bah, lundi je serai pas là parce que le canyoning, tout ça, ça a dérapé. C'est ça qu'on fait? Non. Pourquoi? Là pour moi le mot priorisation est très mal utilisé. Parce qu'en fait, on est en train de parler de capacités différentes. Il existe, qu'on le veuille ou non, des allocations de capacités qui sont différentes. Les besoins physiologiques, c'est une capacité. La séparation pro-perso, c'est une autre capacité. On a certaines marges de manœuvre ponctuelles, on a des seuils de tolérance différents. Certes, quand j'entends quelqu'un me dire « Ouais, j'ai fait du taf machin jusqu'à 22 h », je dis « Ah bon, c'est con, t'aurais pu aller jusqu'à 23, jusqu'à minuit. » Ah, faut pas abuser. Oui, ton seuil est différent. Ton seuil est différent, mais il existe. D'accord ? Donc là, on a des allocations de capacité. Encore une fois, les physiologiques, les vitales, elles sont évidentes. Maintenant, regardons ce qui se passe juste dans la semaine de travail, uniquement sur des sujets pro. Urgence de prod. Ça, c'est chaud. D'accord ? Chantier qu'on a engagé, signé avec un client, la deadline approche. Est-ce qu'on finit le projet ou pas? Est-ce qu'on le met en péril ou pas? Sujet de fond, longue durée, qui permet d'accroître la performance des équipes. Est-ce qu'on le prend ou pas? Sujet de veille techno, de monter en compétences. Est-ce qu'on le fait ou pas? Là, je vais vous le donner dans le mille. Si j'utilise le mot priorisation ici, les temps forts battront toujours les temps faibles. Je redis, les temps forts battront toujours les temps faibles.
Donc quelqu'un qui dit j'ai un super projet, la deadline est dans une semaine, c'est ça ma priorité, je lui dis eh non, j'ai trouvé une urgence du client, ça c'est chaud bouillant, c'est du business en franc, boum, c'est ça qui est prioritaire. Est-ce que c'est ça que je fais? Si je fais ça, toutes les urgences se déversent sur nous, on est stuck, on ne fait plus rien. Toutes les veilles techno, les projets de fond, les machins, c'est mort. On ne devrait jamais prioriser des sujets entre eux s'ils sont dans des flux de valeur, des streamlines, des lignes de nage différentes. Si c'est dans des allocations de capacités différentes, je ne dois jamais les comparer. D'accord? En tout cas, c'est ce que j'ai découvert dans l'univers NoEstimate. Par contre, à l'intérieur d'une ligne de nage, là, pour le coup, c'est super intéressant de prioriser les sujets entre eux. Reste à savoir quels sont les critères qui vont servir à les prioriser. Est-ce que je les priorise par la valeur, par l'effort, par le ROI? Est-ce que je le fais sur la base d'éléments référentiels, type ABAC? Est-ce que je le fais sur la base d'éléments estimés? Ce qui n'est pas la même chose, parce que les ABAC, c'est des mesures du passé. Les estimations, c'est un peu notre expérience par rapport au futur, je dois mouiller. Est-ce que je le fais sur la base d'autres critères? Peu importe. Ici, je cite un outil parmi d'autres. Voilà, pour le coup, les agilistes, normalement, ça résonne. Hein, c'est la matrice valeur-effort. C'est-à-dire que, ici, sans avoir besoin, je peux le faire, mais sans avoir besoin de chiffres placés sur mes tickets, je peux très bien, uniquement de manière relative, c'est-à-dire les tickets les uns par rapport aux autres, selon leur positionnement, je peux très bien comparer ces tickets en quelques minutes, si j'ai suffisamment d'informations avec les bonnes personnes dans la pièce. Je peux très bien trier verticalement ces tickets selon l'axe vertical de la valeur relative, les trier horizontalement selon l'axe de l'effort relatif, et en un clin d'œil, je vois apparaître quels sont mes quick wins, quels sont les tickets risqués qu'il faudrait mieux découper, quels sont mes bonus que je peux garder sous le coude si jamais j'ai du mou, quels sont les reliquats soit que je ne fais pas ou que je postpone, ou que j'essaie de réinventer en ticket plus rentable. Mais n'empêche qu'en un clin d'œil, je prends de meilleures décisions. Et ça, pour moi, c'est un point important que je redécouvre avec le NoEstimate, c'est que les estimations, le fin du fin, c'est de permettre de meilleures décisions. Donc, après qu'on l'appelle budget, délai, priorisation, engagement, peu importe, c'est comment collectivement on arrive ensemble à prendre de meilleures décisions de manière alignée. Est-ce que pour ça on a besoin d'un chiffre? Ça peut être utile, bien sûr. Est-ce que c'est la seule manière? À l'évidence, non. Est-ce que parfois on peut faire mieux selon le contexte? Bien sûr. Et le dernier point, je vais citer des entrepreneurs que j'ai croisés cette année. Ils ont travaillé sur le gaspillage alimentaire. Ils ont pivoté plusieurs fois, ils sont allés voir plein de choses, ils ont vu effectivement la quantité pharaonique d'aliments qu'on gaspille. Et à un moment donné, parmi leurs enquêtes, ils sont allés voir à la fois les producteurs, les maraîchers et les magasins qui vendent des légumes. Et ils se rendaient compte que certains légumes, juste sur le critère visuel, genre il est un peu moche, un peu biscornu, etc., sont juste retirés de la vente. Et sont soit jetés, soit compostés, et dans certains cas, éventuellement, donnés à des assos caritatives. Et donc ils se sont dit, bah, ça c'est quand même une belle ânerie, on dépense beaucoup d'énergie et de moyens pour faire apparaître ces légumes, pour ensuite juste les jeter, juste sur un critère de faciès. Et donc ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait essayer de les revaloriser? Alors ils ont essayé plein de choses, ils ont tâtonné. Et dans leurs investigations, à un moment donné, ils se sont dit, tiens, et si on en faisait des savons? C'était une idée parmi d'autres, hein, je ne vous raconte pas la liste d'idées. Et donc s'est posé la question de l'expression des besoins. Alors je ne vais pas vous raconter tout le sujet en dehors des savons, j'ai déjà me concentrer rien que là-dessus, c'est déjà intéressant. Et donc ça pose plein de questions. Où je vais les chercher, comment je les récupère, combien, est-ce qu'on le fait avec tout type de légumes, est-ce que ça marche avec tous les fruits, tous les légumes, quels sont les clients qui vont nous acheter ça, où c'est que je vais les trouver, comment je vais les convaincre, comment je leur distribue, est-ce que je le fais en ligne, sur les marchés, dans les entreprises, est-ce que je le fais en mode viral, en mode Tupperware, qu'est-ce que j'utilise, et puis quels sont les partenaires qui vont m'aider à faire ça, parce que moi je suis pas industriel, je connais pas les réglementations, je connais pas les contraintes, etc. Bref, ils se sont posés 1001 questions. S'ils essayent de faire ça, dans 3 ans, ils n'ont pas fait la moitié de l'expression des besoins. Tout le monde est à l'aise avec ça. Et je le redis, le potentiel de valeur est infini. À un moment donné, dans leur recherche, ils vont voir un industriel dans les Alpes d'Haute-Provence, et donc il fait de la saponification à chaud, un gros procédé un peu lourd, voilà. Et le gars leur dit, oh, pas de problème, moi je fais ça, il n'y a pas de problème, vous me donnez vos produits, j'ai tout un process, purification, stérilisation, machin, je les filtre, je les écrase, je les machins, je les macère, je les fais chauffer, truc. Et à la fin, en sortie, boum, je vous fais des lots de 10 000 savons. Et voici combien ça coûte. Il regarde le truc, oh,
petite somme rondelette, ils disent bah, ça on n'a pas cette somme-là. Donc il dit lui, bah, revenez nous voir une fois que vous avez cette somme. Pour avoir cette somme, bah, eux leur façon de faire c'est quoi? C'est d'aller lever des fonds. Pour lever des fonds c'est quoi? Ah, bah, montrez-moi que vous êtes capable de vendre. Ah bon, eh ben, on est bien parce qu'il faut que j'arrive à vendre un truc que j'ai pas encore fabriqué. Mais en fait c'est le point. Hein. Quand on est en exploration, ce qui va tracter la valeur, on le disait tout à l'heure, hein, c'est pas évident de savoir ce que c'est que la valeur. Le meilleur moyen de capter la valeur, c'est le changement de comportement. Vous donnez un truc à quelqu'un, vous lui mettez en les mains, il dit ouais c'est pas mal, il le pose, il n'en fait rien, il n'y a pas de valeur. Il l'attrape et son voisin dit et moi, quand est-ce que j'en ai? Là il y a un potentiel. D'accord? Peut-être je me trompe, mais en tout cas, il y a eu un changement de comportement qui augmente en moi, puis en d'autres, le niveau de confiance. Et si j'arrive à montrer des changements de comportement, et pourquoi pas les mesurer, alors là oui, il y a peut-être des financeurs qui vont dire wow, ils sont capables de faire bouger ces gens-là, je veux bien les financer. Alors j'en reviens à nos entrepreneurs. Leur nom de code à l'époque c'est Legun, L-E-G-U-N. Je ne sais pas s'ils ont pivoté, la dernière fois que je les ai vus c'était en septembre. Là où ils en étaient en septembre, c'est qu'ils ont fait une expérimentation cet été. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on a deux risques principaux. Le principal c'est que personne ne nous achète quoi que ce soit. Okay. Et puis le deuxième, ils se sont dit, bah, moi j'aimerais bien savoir à la fin si quand même les gens, bah, est-ce qu'ils vont le manipuler, et puis d'ailleurs comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont se savonner les mains, est-ce qu'ils vont faire le visage, je ne sais même pas. En fait, j'ai aucune idée de l'expérience que ça va induire. Donc ils se sont dit, on va faire un test. Ils ont fait chez eux de la saponification à froid, procédé qui techniquement est faisable chez soi, que je vous déconseille de faire. Ils ont passé 1 heure à m'expliquer comment ils ont fait, j'ai pas compris la moitié. Et ils regrettent parce que maintenant ils sont en difficulté vis-à-vis de leur loueur d'appartement parce qu'ils ont mis un pataquès, je passe les détails. Mais ils ont réussi à fabriquer quelques dizaines de savons. Ils vont rencontrer des entreprises entre midi et 2. Ils installent deux stands. Le premier stand, ils essayent de présenter leur concept, leur démarche, de glaner un petit peu de l'info sur comment les gens perçoivent le truc, et puis ils essaient de les convertir. Est-ce que tu me laisserais tes coordonnées pour qu'on te contacte là-dessus, pour savoir un peu le projet, comment il avance? Puis après, eux, en creux, ils se disent, et puis comme ça, je pourrais aussi éventuellement leur glisser peut-être une landing page pour voir si derrière ils peuvent aller plus loin. Peut-être leur glisser un Kickstarter ou quelque chose pour faire du crowdfunding, pour voir s'ils seraient prêts à miser dessus, que ce soit en pré-vente ou en financement. Donc ça, c'est le premier stand. Deuxième stand, c'est celui de l'usage. Donc là, ils disent, bah, tu sais quoi, on va prendre nos savons qu'on a fabriqués avec nos petites mains, des savons à la carotte, et puis on va leur mettre entre les mains, on va voir comment ça se passe, est-ce qu'ils sont contents, quels sont les feedbacks, qu'est-ce qui se passe. Premier enseignement principal sur le premier stand, donc ils ont récolté plein de choses. Le premier enseignement principal, c'est que d'un côté, les gens étaient ravis, enjoués, ils disaient, mais elle est super votre démarche, c'est trop bien, etc. Ils ont vu des centaines de personnes, et ils ont eu quelques dizaines d'inscrits. Ça déjà c'est interpellant, parce que moi quand les gens disent c'est génial et qu'à la fin je dis laisse tomber et qu'ils disent ouais je viens plus tard, je me dis bah c'est pas si génial que ça en fait. Et donc c'est intéressant de creuser, d'aller chercher l'info pour savoir mais en quoi c'est génial soi-disant et pourquoi en fait non les gens laissent pas leur coordonnées. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est dans l'usage. Alors tant que je vous l'aurais pas dit, vous l'aurez peut-être pas en tête, ils ont eu deux grosses surprises qui sont à la fois des étonnements de la part de leurs clients, enfin de leurs prospects, mais surtout des déceptions. Alors je dis rien pour l'instant, à votre avis, qu'est-ce qui aurait potentiellement déçu dans l'usage? L'odeur, la texture, la texture, ça colorise les mains, ouais. Ça assèche, ouais. Ça lave pas. Que ça lave pas. Ouais, il faut y avoir des surprises comme ça. Il y a eu deux enseignements cruciaux par rapport à tout le reste. Le reste c'était anecdotique. Ce qui est rigolo, c'est que sur tous les trucs, j'allais dire évidents, là où on flippe, on fait l'expression de besoin, etc., en fait, c'est passé crème. Est-ce que ça va? Oui, nickel. Est-ce que l'expérience est sympa? Ouais, ça mousse, c'est trop bien. Ah, c'est facile, c'est pratique, machin. Là-dessus, pas de souci. Il y a deux trucs que les gens ont trouvé massivement choquants. Le premier, c'est l'odeur. Ils ont dit, bah, ce truc-là, il n'a pas d'odeur, c'est bizarre. J'ai un savon qui est orange, vous venez de m'expliquer avant que ça vient des carottes, je sens le truc, il n'y a pas un début d'odeur. Alors forcément, c'est que le procédé de saponification, il enlève les odeurs. C'est mécanique. Donc, premier enseignement, et donc ils ont posé la question aux gens, bah, s'il devait y avoir une odeur, pour vous, ce serait quoi? Alors, la première réponse, qui n'était pas exhaustive, hein, qui n'était pas unanime, mais qui était quand même bien représentée, c'était que ça ait l'odeur, ou que ça corresponde à l'odeur du légume d'origine. Donc, si on me dit que c'est un savon à la carotte, j'aimerais bien qu'il y ait un début d'odeur de carotte ou quelque chose comme ça. Ça, c'est le premier point. Moi, je me suis quand même posé la question le jour où ils font les patates ou des trucs comme ça, je ne sais même pas si c'est l'odeur. Et puis il y a des trucs à mon avis où c'est border genre Allez, Charlotte. Et le deuxième, ce qui les a surpris,
et qui les a déçus, c'est de dire, ben, je regarde votre savon, vous me racontez l'histoire comme quoi c'est artisanal, c'est vous qui l'avez fait, et vous me racontez l'histoire, le légume, ressemble au savon que j'ai tous les jours dans ma salle de bain. C'est le même. D'accord? Je donne pas de nom de marque, mais c'est le même. C'est-à-dire qu'il a la même forme, il est rectangulaire, on dirait une savonnette, machin. C'est vraiment le même. Et ils disent, ben, moi j'y crois pas à votre histoire. Si vraiment vous faites ça, j'aimerais bien que ça ait une autre forme. Alors là encore, ils ont creusé pour savoir, mais vous, ça serait des formes qui seraient meilleures. La première, effectivement, mais c'est ça en plus. La première, et là pour le coup elle était largement partagée, c'était que ça ressemble aux légumes d'origine. Donc si on dit que c'est un savon à la carotte, j'aimerais bien, ça serait fun que ça ait une forme de carotte. Et l'autre forme, justement parce que le brocoli c'était leur deuxième, ils l'ont testé dessus. Et là, objectivement, c'est chaud. Et le deuxième critère qui est apparu quand on leur a dit, et si jamais ça n'a pas la forme du légume d'origine, ils ont dit, on aimerait bien que ça ait une forme de quelque chose qui nous rappelle le végétal, la nature, etc. Par exemple, la forme d'une feuille ou quelque chose comme ça. C'est intéressant de découvrir ça. Et pourquoi je vous cite ça aujourd'hui? Parce que j'aimerais focaliser sur un point. Quand les sujets sont connus, maîtrisés, on n'a pas besoin d'estimation. Qu'est-ce qu'on a? On a des recettes de cuisine. Je connais les ingrédients, je connais la recette, je sais ce qu'il faut faire dans quel ordre, et à la fin, je sais exactement le produit que j'aurai. Et je n'ai pas besoin d'estimation, puisque c'est quelque chose de routinier, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Mon boulanger ne se demande pas, tiens, estimation, combien de temps ça cuit un croissant? Non, il a ses abacs, ses modes opératoires, il a ses recettes de cuisine, et il les suit à la lettre. Il peut bien sûr les changer, il peut expérimenter, mais il ne travaille pas en mode estimation. D'accord? Ça, c'est le côté connu, maîtrisé. Et de l'autre côté, quand on n'est pas totalement en domaine connu, maîtrisé, c'est-à-dire qu'on est en exploratoire, dans un domaine complexe, volatile, changeant, incertain, ambigu, etc., dans ce cadre-là, estimer par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est déjà chaud. Mais en plus, savoir que, quelle que soit la chose qu'on mette en œuvre, quelle que soit la quantité d'estimation, préparation, design, réalisation qu'on ait fait, savoir que la première fois on le confronte au terrain, on a des retours qui potentiellement remettent en cause ce qu'on avait imaginé, et voire même changent la donne sur la suite, c'est quand même intéressant de se dire, peut-être que la première priorité, ce n'est pas d'estimer le sujet qu'on ne connaît pas, mais c'est de le slicer tellement finement qu'on en fait une première expérimentation dès ce soir, dès la fin de la semaine, dès cet été, pour découvrir des choses qu'on ne sait pas. Et ces choses-là qui viennent du terrain, elles vont nous aider ensuite à y voir plus clair, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans, et là, pourquoi pas, estimer, affiner notre compréhension du système. Alors tout ça pour dire quoi? Il me semble que là, un des outils phares, c'est ce qu'on appelle dans la littérature le carpaccio d'éléphant. Je vous ai passé l'éléphant coupé en carpaccio. Donc un carpaccio d'agrumes, ça marche aussi. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de dire, j'ai un sujet, je vois grosse maille de quoi ça parle, mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Je peux poser des questions, et si j'en réponds tout de suite, très bien. Mais quoi qu'il arrive, mon premier réflexe c'est de dire ce truc-là, potentiellement, du terrain, il va revenir des choses. C'est pas seulement que je vais avoir des réponses que je ne connaissais pas, c'est qu'en plus, même les questions, je ne les connaissais pas. Le meilleur feedback, ce sont des réponses à des questions que personne n'a posées. Il ne l'a pas dit, je ne l'ai pas demandé, mais quand je leur ai mis un bout de valeur dans les mains, c'est devenu évident pour tout le monde. J'ai même pas eu besoin de leur poser des questions. C'est-à-dire que rien que le comportement a trahi ce feedback. D'accord? Quelqu'un qui dit « Oh ouais, c'est pas mal. » C'est bon, j'ai compris. Il m'a dit « C'est pas mal », mais j'ai vu comment il a hésité. Je sais maintenant où est-ce que je peux améliorer. Alors bien sûr, quand on slice de manière très fine, se pose la question de « Ok, tu as un sujet potentiellement gros, complexe, flou, tu en slices une tranche fine à valeur ajoutée, un carpaccio, mais derrière, il y a combien de carpaccio? C'est hyper administratif ce truc d'avoir tout. Ce qui est intéressant, c'est de compléter avec des combinatoires. C'est-à-dire que je slice un scénario, par contre derrière, je résume sous forme d'un tableau de combinatoire l'univers des possibles que j'ai déjà identifié. Ce qui veut dire que de manière très légère, non chronophage, je peux résumer, entre guillemets, le reste des possibles, qui n'est pas un reste à faire, parce que je peux très bien ne pas tout faire, mais le reste des possibles. Ce potentiel, il est infini, pour l'instant, j'en vois qu'un bout, je peux le résumer sous forme d'un tableau. Et ça veut dire qu'en avançant, je vais avancer, alors, soit tranche par tranche, soit groupe de tranche par groupe de tranche. Pour les puristes, vous pourriez dire qu'une slice carpaccio, c'est un test d'acceptance, pour le dire comme ça, si ça peut être plus clair pour certains, et que donc des user stories, c'est des petits paquets, des petits sacs de tests d'acceptance. Et donc je vais les slicer. Par contre, je ne suis pas obligé de tout slicer d'un coup. Je peux très bien faire 1, 2, 3, 5, 6 slices, et dire, et les 150 ou 1250 autres combinatoires sont résumés dans un tableau. Et j'avance pas à pas.
Je vous affiche le slide résumé de ce qu'on a vu. Je check le timing. On est comment? Il reste 10 minutes pour les questions. Super. Du coup, si vous le permettez, je vais rebondir sur la remarque tout à l'heure, la question, qui était de dire, mais comment on fait dans les no estimates? Alors d'abord, avant de faire le lien avec ce que je viens de présenter, petit warning. L'approche no estimates, selon moi, ce n'est pas de dire, parce que d'un seul coup on arrêterait de faire des estimations, d'un seul coup on aurait plein de bénéfices associés. C'est tout le contraire. C'est parce qu'une équipe est de plus en plus agile, qu'elle découpe de plus en plus finement la valeur, qu'elle maîtrise de plus en plus son processus, qu'à un moment donné, elle se rend compte que ces métriques no estimates deviennent meilleures qu'elle pour prédire l'avenir. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc je le redis, je ne fais pas d'estimation, donc je suis no estimates, c'est pas ça. C'est, je fais des estimations ou pas, j'avance, je progresse, j'améliore, je découpe finement, et à un moment donné, je regarde ce que tu appelais très justement le débit, la quantité de trucs que je délivre par unité de temps, et je me rends compte que ce truc-là, quand je le projette à l'avenir, il est meilleur que moi à dire ce qui va se passer. D'accord? Je demande à mon équipe combien t'estimes ce truc-là. Alors j'ai 10 personnes dans la salle, j'ai 10 avis, donc j'ai 10 estimations, je ne sais pas quoi en faire, on fait des fourchettes, on fait des moyennes, on fait des max, des machins, ok. Maintenant, je regarde factuellement les datas de l'équipe, et je dis, tiens, c'est marrant, vous délivrez 5 scénarios par jour, 25 scénarios par semaine, 100 scénarios par mois. Ok. Quelqu'un me dit, ton équipe, à ton avis, elle mettra combien de temps à délivrer 200 scénarios? Je dis, ben, toute chose égale par ailleurs, s'il n'y a pas de cataclysme, elle mettra 2 mois. Ah, et si j'en veux 300, 3 mois. Et si j'ai que 1 mois et demi, elle aura quelque chose comme 150. Et pourquoi je suis capable de faire ça? Parce que d'abord, elle a tellement amélioré ses pratiques, notamment le découpage fin par la valeur, que du coup, elle bénéficie non pas d'estimation, mais de métriques, c'est-à-dire de mesures, d'ABAC, qui permettent, dans un cadre stable, de dire, ben voilà ce qui se passe. Et que par ailleurs, on fait en sorte que le cadre de travail soit stabilisé. C'est sûr que si on change toute l'équipe d'un seul coup au pied levé, turnover 50%, la moitié qui s'en va, la moitié qui revient, bah là c'est sûr que mes métriques, elles vaudront plus, ce que tu disais très justement par rapport aux réévaluations. Si d'un seul coup on dit, ah bah tiens, ça c'était la fin d'un projet chez un client, et on part sur un autre sujet, un autre client, ici c'était des pages web, et maintenant ici c'est des objets connectés, bah, c'est sûr que mes métriques, elles ne valent pas grand-chose. Donc dès qu'il y a un peu de secousse, forcément, ça déstabilise, donc la prédictivité baisse. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que plus on est descendu finement dans les façons de faire, dans les opérations, les actions, les tâches, plus notre système, donc on va le voir, va devenir prédictible. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va passer d'un sujet à un autre, on est descendu tellement finement dans la granularité qu'on est capable de dire « je ne suis pas prédictible au niveau macro d'un projet client », parce qu'un projet page web et un projet IoT, bah, c'est pas pareil. Par contre, à un niveau plus bas, j'ai repéré que par domaine de compétences, par type de livrable, de module, etc., là j'avais un bon niveau de prédictibilité. Et finalement, quand je fais mon marché, je me dis, bah, pour ce projet, j'avais 5 types de profils avec 5 types de modules. Ici, j'en ai que 3 en commun, mais ces 3-là sont peut-être déjà prédictibles. Je ne sais pas si ça répondait complètement, mais en tout cas, voilà, c'était un peu ma réponse à ce point. Donc, petit résumé, le budget ne dépend pas du travail à faire, mais dépend du client. Il peut investir. Pour le faire émerger, par exemple, la technique des 3 ordres de grandeur. Pour le délai, la question n'est pas de se dire combien de temps, d'argent, de moyens il faut pour faire un truc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans les moyens qu'on se donne ou qu'on nous impose. Et par autodiscipline, on va même le saucissonner. Donc, donnez-moi un an, je découpe en un mois. Donnez-moi un mois, je découpe en une semaine. Et pour découper, on va découper par la valeur, c'est-à-dire qu'on va parler d'acteurs et d'axes de valeur. L'engagement et la planification, c'est d'abord un équilibre entre à quel point ça me protège, mais ça me contraint aussi, et à quel point je veux garder de l'adaptabilité. Pour ça, on va travailler l'engagement dégressif, plus c'est loin dans le temps, moins j'en promets, et les options alternatives, toujours en avoir beaucoup plus sous le coude que ce qu'on sera réellement capable de faire. La priorisation, on a vu que le mot était utilisé dans 2 cadres, et à mon avis, le premier, on devrait le bannir. Le premier, c'est celui de l'allocation de capacité. Il existe des lignes de nage, des flux de valeur, appelez comme vous voulez, des swim lanes, peu importe. Il existe des allocations de capacité entre lesquelles on ne devrait jamais avoir à comparer, à prioriser. Et par contre, à l'intérieur d'elle, c'est une histoire d'ordre, de façon dynamique, temps réel, chaque jour, chaque semaine. Et là, par exemple, un outil très puissant, c'est la matrice de la force, qu'on peut faire avec des chiffres d'estimation, mais qu'on peut aussi faire uniquement de manière relative avec des positionnements. Et quant à l'expression de besoin, le premier point, c'est plus mon sujet est exploratoire, plus j'ai intérêt d'aller découvrir ce que je ne sais pas encore. La meilleure façon de le faire, c'est de slicer tellement finement avec le carpaccio pour dire, bah déjà, est-ce qu'un premier cas, je peux le mettre entre les mains de quelqu'un, avoir un retour, me faire surprendre.
Si jamais ça ne me surprend pas tant que ça, peut-être que ça augmente mon niveau de confiance et que je continue dans cette veine. Mais imaginez que d'un seul coup, ce retour-là, dès le premier jour, la première semaine, me fasse revoir complètement ce qui va se passer dans l'année qui suit. Ben, si je le découvre très tôt, j'ai maintenant beaucoup de temps et d'argent pour m'y adapter. Si je le découvre très tard, ben, malheureusement, dos au mur, j'ai plus de temps et d'argent pour m'y adapter. Qui repart avec au moins un truc qui lui serait utile? Ok, cool. On retire. Ouais, intéressant. Ouais, efficace. Vous pouvez me dire après au on a encore du temps pour les questions? On a encore 3 minutes, donc je dirais Question déjà éclair. une question, et puis on verra après si le temps pour une deuxième. Du coup, ça intimide. Yes. À la fin du non estimé, on a des métriques. Ouais. À ce moment-là, le non estimé, ça dure le temps d'avoir des métriques à la fin, puis ça devient autre chose. Alors si je comprends bien ta question, c'est Le processus du non estimé, le à processus la fin, du on a des métriques, ouais. nous les mettrons après d'estimer. Alors, Est-ce que c'est une phase ça y est, je comprends le mot. En fait, c'est pas que les métriques. métriques. Pardon, ta phrase c'était de dire les métriques du passé, plus je vais en avoir, derrière elles vont me permettre de mieux estimer, mais du coup, comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Pour moi, cette chose-là, ce ne sont plus des estimations, ce sont des abacs. Si je vous dis par exemple, combien de temps tu mets pour aller au travail? Vous allez me dire, bah, ça dépend des jours de la semaine, si c'est vacances scolaires ou pas, etc. À un moment donné, vous allez être capable de dire, avec le nombre de fois que je l'ai fait, je sais que du mardi au jeudi, en période scolaire, ça prend 33 minutes. Quand c'est en vacances scolaires, c'est 27. Mais si c'est le lundi et qu'il pleut, alors c'est 35. Bref, vous allez avoir ce que je vais appeler des abacs, c'est-à-dire des mesures du passé qui, toutes choses égales par ailleurs, il y a une grosse hypothèse quand même, toutes choses égales par ailleurs, vous amènent à penser que ces mesures du passé vous permettent de dire ce qui devrait se passer dans le futur proche. Mais si demain la DTE vous dit j'ai construit un rond-point, c'est en travaux pendant 3 mois, là peut-être que votre métrique elle vaut plus rien. D'accord ? Mais ce que je veux dire par là, c'est que la métrique du passé ne devient pas une meilleure estimation. La métrique du passé permet de prendre de meilleures décisions et elle s'appelle ABAC. Voilà, elle ne s'appelle pas estimation. Pour moi, c'est important de jouer sur ces mots-là parce que, encore une fois, estimation et estimation, c'est pas la même chose. Si quelqu'un, comme tout à l'heure avec l'exemple des cubes, on se dit tu penses qu'il y a combien de cubes? Là, c'est un peu au doigt mouillé. Je veux dire, à un moment donné, il y en avait tellement. C'est pas du tout la même chose que de dire ça fait 20 fois que je vois passer à peu près la même image, j'ai affiné mes mesures et maintenant je sais que statistiquement je suis entre 60 et 70. C'est pas la même information, c'est pas une estimation. Ouais, merci pour ce point, c'est super important. Juste du coup pour rebondir, Yes. en fait ça ne marche que dans la partie maîtrise, comme je disais tout à l'heure. Le boulanger qui connaît son processus, machin. En fait le côté, ce qu'on a investi dans le passé et qui nous sert aujourd'hui, c'est Oui. que la partie maîtrisée. Pour la partie exploratoire, il faut continuer à avancer. Oui, alors attention à un point. Pour moi, les équipes agiles, par nature, elles sont forcément sur un sujet exploratoire. Parce qu'encore une fois, si elles n'étaient pas sur un sujet exploratoire, je pense qu'elles n'auraient pas besoin de l'agilité. Il y aurait des manières beaucoup plus efficaces. Par exemple, je sais que des fois ça fait hérisser des cheveux. Quand on parle de chaîne critique, quand on parle de diagramme de Gantt, de BERT, etc., les agilistes crient machin. Mais en fait, non. Ces outils-là, heureusement que certains produits et services de la vie de tous les jours sont faits avec ça. Mais parce qu'on est dans des systèmes connus, maîtrisés. Il me semble que là où on utilise l'agilité, c'est pas juste pour faire de l'agilité, c'est parce qu'on sait, on a l'intuition au moins que c'est une bonne réponse au contexte qui lui est exploratoire. Et il me semble que les équipes agiles, ce qu'elles cherchent avec le No Estimate, c'est à reprendre la main sur le processus alors que le contenu lui reste exploratoire. Donc mon sujet par exemple de niche connectée pour chiens diabétiques, c'est un sujet totalement exploratoire. Je ne sais pas qui a besoin de quoi, comment je vais lui vendre, qu'est-ce que je vais fabriquer, je ne sais pas. Mais par contre, si mon équipe a l'hygiène de délivrer des morceaux de valeur toutes les semaines, elle va reprendre la main sur son processus, ce qui fait qu'un jour, quelqu'un va dire « Tiens, pour la semaine prochaine, qu'est-ce que vous pourriez nous promettre ?» Eh bien, elle va être capable de promettre un truc, alors que le sujet est toujours exploratoire. Mais cette première marche ici, cette prochaine marche, pour la prochaine semaine, elle va être capable de le prédire. Pourquoi? Parce qu'elle a suffisamment de métriques du passé et parce qu'elle a tellement découpé finement la valeur, dans un système qui, encore une fois, ne change pas trop, donc reste relativement stable. Plus c'est stable, plus c'est prédictible, et bien plus le passé proche permet de prédire quel sera le futur proche. Et donc elle va être capable de dire, à la fin de la semaine prochaine, dans ton produit, il y aura ça, 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 c'est les contenus, mais en plus, j'aurai amélioré mes outils, ça c'est le côté amélioration continue, en plus j'aurai travaillé telle nouvelle brique techno, ça c'est un peu le socle technique ou les exigences non fonctionnelles, et en plus, j'aurais fait autre chose, par exemple, j'aurais fait une conférence un soir dans une communauté. Elle sera capable de prédire ça.
alors que le contenu reste extraordinaire. Est-ce que prédire, c'est estimer? Est-ce que prédire, c'est estimer? Non. Alors, par contre, je devrais pas... Je fais exprès d'utiliser cette phrase. Je ne devrais pas utiliser le mot prédire, en fait c'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure, c'est faire des projections. Voilà. En fait quand on parle de prédire, de prédictibilité, c'est pour ça que j'utilise le mot prédire, en fait quand on parle de prédictibilité, c'est pas le fait de dire j'ai prédit l'avenir, c'est d'améliorer notre capacité justement à essayer de le prédire. En fait, on parlait de confiance tout à l'heure. Il y a deux choses qui sont cruciales pour nourrir la confiance. C'est pas suffisant, mais c'est crucial. Dès qu'on trébuche là-dessus, on tue la confiance. La première, c'est de tenir 100% des engagements qu'on prend. Et pour tenir ça, la meilleure chose à faire, c'est déjà de sécuriser 100% des délais. Une équipe agile qui est capable, dès le départ, alors qu'elle ne connaît pas le sujet, de dire tous les vendredis, pendant 1 an, pendant 3 ans, tous les vendredis à 10h dans telle salle, je te livre des morceaux de valeur, ça c'est déjà puissant. Et elle est capable de tenir 100% de ces délais, alors qu'elle ne connaît pas encore le contenu. Alors la question d'après, c'est tu mets quoi dedans? Ça on va voir, on va discuter. Il y aura des marges de manœuvre, il y aura peut-être des aléas. Mais par contre, le délai, je l'aurai de toute façon sécurisé. Ça, c'est déjà le b.a.-ba, c'est tenir les engagements qu'on prend. Et dans ce cadre-là, le fait d'augmenter notre prédictibilité, la capacité à prédire, c'est justement pour sécuriser, entre autres, les engagements qu'on prend. Faire en sorte qu'ils soient à la fois élevés, mais à la fois qu'on ne trébuche pas dessus. Et la deuxième chose qu'il faut absolument sécuriser pour éviter de grappiller la confiance, c'est de donner de la visibilité avant même que les gens viennent chercher de la transparence. En fait, quand quelqu'un vous pose une question du genre « ça en est où combien vous avez mis dedans ?» etc. Quand il vous pose la question, soit vous êtes capable tout de suite de répondre, genre « bah tiens, là il y a ça », c'est déjà pas si mal, mais imaginez de façon légitime que vous alliez chercher la réponse. Vous dites « bah attends, je vais enquêter et je te dis ». Vous venez de tuer la confiance. Pourquoi? Parce que la personne, légitimement ou pas, mais se dit la chose suivante: si je ne t'avais pas posé la question, ça veut dire que tu ne le savais pas. Alors qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'est que les gens qui vont le chercher, moi je leur ai demandé, mais tu ne savais pas? Ils me disent, bah si, je sais à peu près, mais je vais lui chercher la dernière info, la plus up-to-date, la plus fine, la plus ferme, etc. Je lui dis, mais en fait, c'est peut-être pas ça le point. Le projet, ça fait des semaines, des mois qui durent. Tu l'as pas vu, lui, depuis 10 jours. Il te pose une question. Tu as un chiffre qui date d'hier. Ben, ce chiffre, il est hyper intéressant. Si tu lui dis, à hier 15h, on en était là, c'est déjà super intéressant. D'accord? Donc pour moi, il faut vraiment faire très attention. Et alors le top du top là-dessus, c'est de dire, avant même que la personne vienne me voir, moi-même, je vais tous les jours lui pousser un statut. Je vais lui dire, tiens, on a progressé tant, tiens, on en est là. Après, il consomme pas. Je veux dire, il a le droit de dire, oh, ça fait 3 rapports que tu m'envoies, ça m'intéresse pas. Ok, bah, pas de souci. Et il ira le 4e, le 5e, pas de souci. Mais c'est important de démontrer qu'on est capable de donner de la visibilité avant même que les gens viennent chercher de la transparence. Et alors, a fortiori, de ne pas trébucher en disant je vais te chercher l'info, je vais enquêter, je te ramène le meilleur chiffre. Là, je sais pas. Je pense que j'ai bien. Merci. Voilà.